Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous vous remercions tout d'abord de vous être inscrits à notre webinaire sur la thématique particulière et complexe de la Convention de management fees et sur laquelle nous allons vous attirer votre attention sur les risques et enjeux. Donc, nous sommes trois à vous présenter cette thématique. Donc, moi-même pour la partie droit et société, Mathias Heiberger pour la partie droit fiscal. Bonjour à tous. Et Tina Ernel pour la partie droit du travail. Bonjour à tous. On va diviser cette présentation en 4 parties. On va d'abord définir ce que sont les conventions de management fees, exposer leurs enjeux, leurs risques, et enfin, nous donnerons nos préconisations face à ces risques et ces enjeux. Donc, en premier, la définition. La convention de management fees, c'est une convention qui est conclue généralement entre deux sociétés qui font partie d'un même groupe, qui ont pour objet de confier à l'une des sociétés l'exécution de certains services administratifs et une assistance dans la gestion et la direction. Et en contrepartie de ces services sont versés les fameux management fees. Donc, je vais vous montrer un schéma qui va illustrer des cas fréquents de convention de management fees. Donc là, vous voyez bien un groupe de sociétés avec une société mère et une société fille. Dans ce cadre-là, nous avons un dirigeant personne physique qui est commun à ces sociétés. La société mère prestataire donc, exécute des prestations de services au bénéfice de sa fille, qui, elle, en contrepartie, verse des management fees. Deuxième cas fréquent, donc toujours dans le même groupe de sociétés, on a une société mère prestataire qui, cette fois, est elle-même dirigeant de la société fille, donc en tant que personne morale, et donc qui exécute toujours des prestations de services au bénéfice de la société fille, en contrepartie de lesquelles nous avons des management fees qui sont versés. Donc, elles sont caractérisées par 3 points. Donc, on avait dit la conclusion de conventions intragroupes. Comment reconnaît-on si ces conventions intragroupes sont des conventions de management fees? D'abord, ce sont des conventions qui sont conclues entre deux sociétés faisant partie d'un même groupe et ou ayant un dirigeant commun. Dans ces conventions, on a une société mère prestataire et une société fille bénéficiaire dans les parties. Alors, souvent, elles ne sont pas forcément dénommées conventions de management fees. On peut les retrouver également sous les appellations suivantes: convention d'assistance, convention de gestion, convention de direction ou encore convention de prestation de services. Donc, quel est l'objet de ces conventions de management fees? La société mère rend des services à la société fille portant principalement sur les fonctions support d'une entreprise. Donc, ces fonctions support, on va les retrouver donc dans les services administratifs principalement et les prestations de direction. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Ces services administratifs, c'est peut-être de l'assistance juridique, fiscale, comptable, informatique, commerciale, RH, marketing, etc. Et sur les prestations de direction, la direction générale, financière, stratégique, etc. Et enfin, la rémunération de ces conventions de management fees. La société mère donc, qui exécute les prestations au bénéfice de sa filiale, facture donc ces prestations et la filiale verse en contrepartie donc le prix de ces prestations de services à la société mère qui sont appelées les management fees. Voilà donc pour la définition de ces conventions. Maintenant, les enjeux de ces conventions de management fees. Il y a tout d'abord un intérêt organisationnel, c'est-à-dire que tous les coûts de mise en œuvre des services dans la holding sont centralisés là-haut, dans un système mère, lorsqu'il existe plusieurs filiales. Et ça permet donc à cette holding société mère d'avoir un rôle de centre administratif, juridique, financier, stratégique, et permet aux filiales de se concentrer uniquement sur leurs activités, ou surtout leurs activités premières de production et ou de commercialisation. On a ensuite des enjeux fiscaux et je passe la parole à Mathias. Merci Diane. Effectivement, alors j'ai un écho, je ne sais pas. Ouais, c'était peut-être toi Diane. Donc les enjeux fiscaux, ils sont assez nombreux. Effectivement, le sujet des prestations intra-groupes de manière générale est un sujet qui est regardé de manière assez précise dans le cadre des contrôles fiscaux.
Donc je vais essayer d'évoquer, c'est un peu une introduction, mais d'évoquer les principaux sujets qui constituent les enjeux de ces conventions de prestations intra-groupe, ces conventions de management fees. Donc l'enjeu principal, évidemment, c'est que pour la société qui est bénéficiaire du service, alors là sur le schéma, on a mis que c'était la société fille qui était bénéficiaire du service. Mais évidemment, ça peut également être une société sœur ou l'inverse, une société fille peut très bien rendre des services à sa société mère si l'équipe en question qui réalise ces prestations de services est logée dans la filiale. Donc là, c'est un exemple, on va dire, classique où on a un certain nombre de fonctions support et de direction qui sont logées au niveau de la société mère, actionnaire de la société fille. Donc pour la filiale bénéficiaire, évidemment, le prix des prestations de services, donc ces management fees, c'est une charge déductible de son résultat imposable, en principe, comme n'importe quelle charge. En revanche, du côté de la société mère, à son niveau, ce prix des prestations de services vient intégrer son bénéfice imposable. Et donc, c'est évidemment ce sujet-là qui est regardé précisément par l'administration fiscale. Donc, ça permet ces flux de remonter justement du flux typiquement d'une fille vers sa mère. Ça peut être intéressant d'avoir de remonter un peu de bénéfices sur la société mère par ce biais-là. Alors, on le verra plus tard. Souvent, on a une rémunération qui est assez limitée, donc finalement, comment dire, la marge de manœuvre est assez réduite, mais bon, voilà l'idée de base. On a un flux taxable au niveau de la société mère et une charge déductible au niveau de la filiale. Ensuite, évidemment, ce qui va poser le plus de questions, déjà dans la mise en place et puis après dans le cadre de la justification de ces flux dans le cadre d'un contrôle, c'est le niveau de fixation de la rémunération. Donc au-delà on va dire, de l'étendue des prestations de services qui sont définies dans la convention, qui est aussi un sujet important, hein, c'est qu'est-ce qu'on met dans la convention, est-ce qu'on a de la prestation de direction, est-ce qu'on a que des fonctions support. Les deux existent selon les besoins du groupe. Donc, en principe, sur des fonctions assez simples de support intra-groupe, c'est-à-dire des prestations de services à faible valeur ajoutée, généralement, on applique une méthode de coût de revient majoré, de prix de revient majoré, une cost plus, c'est-à-dire en réalité, on prend les coûts qui sont engagés par la filiale bénéficiaire, on y ajoute une marge et on obtient ainsi le prix qui est facturé à la société qui bénéficie des services. Donc là, les enjeux, c'est évidemment de déterminer le prix qui va être facturé. En premier lieu, c'est de déterminer la base de coût. Qu'est-ce qu'on prend en compte dans la base de coût pour refacturer ces prestations, pour facturer ces prestations aux sociétés bénéficiaires. Est-ce qu'on prend tout? Est-ce qu'on exclut certains coûts? Est-ce que tous les coûts vont être soumis à la marge, au cost plus, ou est-ce qu'on a certains coûts sur lesquels on ne va pas appliquer de marge? Donc généralement, on considère que tout ce qui est coût externe, on n'applique pas de marge dessus parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée qui est produite par la société prestataire. Par ailleurs, également, certains coûts doivent être exclus. On ne peut pas refacturer l'intégralité de ces coûts aux filiales, aux sociétés bénéficiaires. Il y a ce qu'on appelle des frais d'actionnaire ou stewardship costs, qui sont en fait des frais qu'on estime être inhérents à la société qui doivent rester à son niveau. Par exemple, il y a forcément des frais comptables de tenue de comptabilité, soit que ce soit un prestataire externe, soit que ce soit une équipe comptable, qui doivent rester à la charge de la société prestataire puisqu'elle a une comptabilité à tenir. De la même manière, les frais de commissariat aux comptes, c'est des frais qui sont inhérents à la société, au fonctionnement juridique de la société, et on va en principe les exclure de la base de coûts. Donc déjà, il y a une première étape importante, c'est de bien définir qu'est-ce qu'on va refacturer,
qu'est-ce qu'on va prendre comme base de coût. Le gros, évidemment, ça va constituer la masse salariale, hein, c'est les équipes des fonctions support qui vont, c'est le coût en fait de ces équipes qui va constituer la base de coût. Ça va être aussi une partie des locaux, etc. Ensuite, un élément important, c'est le plus souvent, on a non pas juste une société mère et une qui serait prestataire et une filiale bénéficiaire, on a une société mère qui loge les fonctions support et on a tout un tas de filiales bénéficiaires qui bénéficient des services. Et donc là, se pose la question de savoir comment on va répartir ces coûts qui sont engagés par la société prestataire entre les différentes sociétés bénéficiaires. Et donc là, il faut déterminer la clé d'allocation. Donc le principe qu'il faut déterminer une clé d'allocation principe pertinente. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, il y a une certaine marge de manœuvre sur la clé d'allocation. Sur certains groupes, on va avoir une clé d'allocation qui est basée sur le chiffre d'affaires. Si on utilise la même clé pour tout le type de prestations, ça peut être une clé qui peut être pertinente, qui peut être très simple. Sur des groupes un peu plus importants ou lorsque on a des prestations bien spécifiques, on peut utiliser des clés d'allocation par type de service. Typiquement, si on a des fonctions RH qui sont centralisées, il peut être très pertinent d'utiliser en fait le nombre d'équivalents temps plein au niveau de chaque société bénéficiaire pour déterminer quelle va être la quote-part du coût des fonctions RH qui vont être réparties sur chaque société. Pareil, en informatique, ça peut être le nombre d'ordinateurs. Après, ça peut être aussi ce qui est important de distinguer dans la convention, c'est qu'est-ce qui va être de la fonction, on va dire, habituelle, c'est-à-dire des prestations qui sont fournies tout au long de l'année. Typiquement, si on considère que la société prestataire est en charge des RH, et ben les prestations de services, elles vont se dérouler chaque mois. Il y a les prestations de gestion de la paix, c'est du récurrent, on va dire. Donc là, on va avoir un flux sur l'année, mais il est également important de prévoir dans la convention le cas des prestations qui seraient, on va dire, exceptionnelles, c'est-à-dire des missions ponctuelles. Et là, on peut prévoir de faire une facturation au temps passé. Là encore, on peut faire du cost plus avec le temps passé. Donc, on va avoir telle mission de telle personne de la holding qui va venir en soutien de telle filiale sur tel sujet spécifique. La mission va durer tant de temps et là, on pourra faire une facturation au temps passé. Donc, tout est possible, mais ce qui compte, c'est vraiment de définir les prestations, quelle est la base de coût, et ensuite comment j'alloue ces coûts aux différentes filiales bénéficiaires. Ensuite, évidemment, se pose la question de la détermination de la marge, hein, c'est ce fameux plus après le cost, cost plus combien. Donc là-dessus, sur les fonctions support, vraiment sur les prestations internes, il est communément admis par l'OCDE et également donc en droit interne d'avoir un taux qui est assez faible, généralement entre 2, on considère qu'entre 2 et 5%, on a un taux qui est facile à défendre. Le principe reste celui de devoir démontrer sur la base d'un benchmark, d'une comparaison avec des sociétés tierces, le taux qui serait appliqué, mais il est évident que sur des fonctions support purement internes, il est très difficile de trouver des benchmarks. C'est des prestations qui sont souvent rendues en intragroupe. Alors, on peut trouver des prestataires externes, hein, par exemple pour la paix, etc. Mais généralement, quand même, on peut légitimement se contenter d'appliquer une marge inférieure, jusqu'à 5%. On considère que c'est facile à défendre. Si on commence à aller au-delà de cette marge pour remonter plus de bénéfices, voilà, il faut apporter un peu plus de justification sur le taux qu'on applique. On peut très bien aussi distinguer le taux sur les fonctions vraiment basiques par rapport aux fonctions de direction, de pure stratégie, etc. Alors, sur ce sujet de la rémunération, donc le principe, oui, parce que je ne l'ai pas évoqué, évidemment pour les fiscalistes c'est évident, mais le principe c'est d'avoir une rémunération de marché, hein, comme pour toutes les prestations intra-groupe, d'où la méthodologie à suivre sur comment je détermine le prix
de ces prestations. En intégration fiscale, lorsque les sociétés sont intégrées, sont membres du même groupe d'intégration fiscale, là c'est plus simple, on nous permet d'avoir une facturation à prix coûtant. Donc là, on peut se contenter de facturer at cost sans marge. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, ça ne permet pas de remonter du bénéfice, enfin du flux si au besoin. Donc c'est selon les besoins du groupe. Mais on n'a pas non plus, si on n'a pas ces besoins-là, à s'embêter à justifier un taux de marge. On peut aussi faire à prix coûtant. Donc c'est un peu en fonction des besoins du groupe et des différentes entités. Donc ça permet une certaine souplesse. Et dans un tel cas, si on a une différence entre le prix qui serait le prix de marché et le prix de revient, on n'a pas à neutraliser, on va dire, l'aide entre guillemets qui serait consentie entre les sociétés. C'est assez simple, il suffit de facturer à prix comptant. On n'a pas de retraitement à faire dans l'alias de ce point de vue-là. Ensuite, évidemment, il y a des aspects TVA sur ces sujets de prestations de services intra-groupe, mais qui sont classiques. On a un taux normal sur ce type de prestations. Évidemment, on a le sujet des règles de territorialité si on a un groupe international, avec un principe qui est celui de l'imposition chez le preneur lorsqu'on est en B2B entre deux assujettis. Ensuite, évidemment, il y a des sujets de droit à déduction. Facturer des prestations intra-groupe, ça peut être intéressant pour une holding dans la mesure où ces prestations sont taxables. Ça lui permet de récupérer aussi de la TVA, d'augmenter son taux de récupération de la TVA à son niveau, ce qui peut permettre par ailleurs également de réduire son assujettissement à la taxe sur les salaires. Donc, ça peut avoir des intérêts de ce type. On vous l'a juste mis pour mention. Là, le groupe TVA, effectivement, à partir du 1er janvier 2023, on aura la possibilité pour les groupes d'opter pour ce groupe TVA qui permettra de faire du groupe, en fait, des différentes entités du groupe, une seule entité au fin de la TVA. Donc voilà, c'est aussi une modalité qui peut être intéressante à suivre. L'option devra se faire pour l'exercice 2023 avant octobre 2022. Ensuite, un enjeu au niveau international et pas des moindres. Donc non seulement, effectivement, c'est un sujet qui est regardé de manière assez précise par l'administration fiscale, le sujet des prestations intra-groupes, notamment dans un contexte international. Donc là, bon, d'un point de vue droit international, la plupart du temps dans les conventions, c'est traité comme du bénéfice d'entreprise, comme un résultat normal. Il y a très peu de conventions qui sont conclues par la France où il y a un sujet de retenue à la source sur des prestations de direction ou de services administratifs. Il y en a quelques-unes qu'il faut quand même regarder, mais c'est pas le cas normalement avec les pays de l'OCDE, nos principaux partenaires financiers. Donc après se pose la question évidemment si la question de l'établissement stable, si on a justement des people sur place avec des locaux, de savoir si effectivement le siège est à l'étranger, si on a un établissement stable dans le pays. Donc ça, c'est les questions classiques, mais qu'il faut se poser quand on organise un peu ces fonctions support au niveau international. Et évidemment, on a le sujet des prix de transfert. Donc les prix de transfert, la problématique, elle est finalement assez similaire à celle qu'on a en interne. C'est celle de pouvoir justifier de la méthode de rémunération, mais j'y reviendrai après sur les risques fiscaux inhérents à ce type de convention. Voilà sur les sujets de fiscalité internationale. Ensuite, rapidement, donc ça concerne les groupes avec un actionnariat de personnes physiques, au moins pour partie. On a des impacts quand même potentiellement en fiscalité patrimoniale. Donc cette question en fait recouvre la question de la holding animatrice. Donc en fait, pour un certain nombre de régimes, moi j'en vois 3 principaux. C'est pour le sujet de l'impôt sur la fortune, enfin l'ancien ISF et maintenant l'imposition, l'impôt sur la fortune immobilière, pardon. Le sujet des transmissions d'entreprise, donc droit de donation, droit de succession,
dans le cadre du régime d'exonération 75% qu'on appelle le Dutreil, donc le régime du pacte Dutreil. Et enfin, il y a le régime de réduction d'impôt sur le revenu. Avant, ça existait également en matière d'ISF. Donc, réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'une personne physique souscrit au capital d'une PME. Donc là aussi, on a des sujets de qualification de la holding. Donc pour vous résumer le sujet en 2 mots, on pourrait faire on pourrait faire une conférence en soi sur ce thème-là, mais en fait, sur ces régimes-là, ces régimes, j'ai pas mentionné le régime sur l'ISF et sur l'IFI, c'est l'exonération dont peuvent bénéficier les contribuables au titre des biens professionnels. Donc, il est possible de bénéficier d'une exonération d'ISF lorsque les titres dans la société constituent, on va dire, l'outil de travail du contribuable. Donc, dans ces trois régimes spécifiques, en fait, une des conditions essentielles pour en bénéficier, c'est que la société en question soit opérationnelle. Donc une société qui est opérationnelle, c'est une société qui exerce une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Ce qui exclut en principe les holdings, c'est-à-dire les sociétés qui ont pour seul objet de gérer leur propre patrimoine, soit mobilier, soit immobilier. Et donc, il y a une exception notable à ce principe, c'est le cas où la holding n'est pas ce qu'on appelle une holding pure, une holding passive, mais une holding animatrice, c'est-à-dire une holding qui anime son groupe, c'est-à-dire qui fixe le cap, qui dirige vraiment la stratégie de son groupe, hein, qui insuffle, on va dire, des instructions en termes de direction stratégique à ses filiales, qui s'assure qu'elles sont mises en place par les filiales et qui a vraiment un rôle de direction du groupe. Donc on appelle ça une holding animatrice. Voilà, c'est un sujet qui est assez mouvant. On a de la jurisprudence encore très récente sur ce thème-là, sur à quel moment on considère que la société holding est réputée animer son groupe et à quel moment on considère qu'elle est opérationnelle. En tout cas, sachez que la prestation par la holding de services au profit de ses filiales fait partie du faisceau d'indices qui est retenu par l'administration et par la jurisprudence pour qualifier la holding de holding animatrice. Donc, rendre des prestations de services internes, c'est un élément important également pour pouvoir bénéficier de ces 3 régimes spécifiques en matière de fiscalité patrimoniale. Je laisse maintenant la parole à Diane sur la partie risque, qui est la partie 3 de notre webinaire. Je crois que Diane, tu repars sur les sujets corporate. Oui. Avant d'aborder ce point, on arrive à mi-parcours de notre présentation. Je ne vous ai pas précisé au départ, hein, si vous souhaitez poser vos questions, on a un onglet spécifique et dédié, comme on vous le propose dans le chat, pour poser vos questions, et on reviendra bien évidemment à la fin de cette présentation sur les questions qui auront été posées, et on fera notre mieux pour répondre le plus précisément possible à vos questions. Voilà. Donc, le risque que l'on rencontre, les risques rencontrés lors de la conclusion et au cours de l'exécution de ces conventions. Donc, on a des risques de 3 ordres, de l'ordre en matière de droit de la société, en matière de droit fiscal et en matière de droit du travail. Moi, je vais vous présenter les risques en matière de droit des sociétés. Donc, ces risques, c'est surtout lorsque les prestations qui ont été rendues sont rémunérées à un prix excessivement haut ou excessivement bas. Donc, en cas de conditions financières trop déséquilibrées, on peut avoir 2 conséquences en matière juridique. On peut considérer que dans la convention, il y a une absence de contrepartie réelle, une absence de cause. Et donc, la conséquence directe, c'est l'annulation de ces conventions et la restitution des sommes perçues par la société mère à la société fille. On peut également donc considérer que la facturation de ces management fees peut être qualifiée d'abus de biens sociaux avec les conséquences que l'on connaît à l'égard du dirigeant, puisque c'est un délit et qu'il engage sa responsabilité pénale dans ce cadre. Voilà. Donc,
À titre d'illustration, on peut vous montrer, enfin, je vais vous exposer un cas assez précis et assez courant qu'on retrouve aussi dans la jurisprudence. C'est la confusion entre, alors là, il faudrait distinguer le mandat social et la convention de management fees. Souvent, ce qu'on rencontre, c'est une confusion entre les deux. Donc, dans cet exemple-là, on a un dirigeant de la société mère qui perçoit une rémunération en raison de son mandat social au sein de la société fille. Et il perçoit également, en plus, les management fees par la société mère qui ont été versées par la société fille en contrepartie des prestations de direction. Et on se retrouve dans une problématique de double emploi et double rémunération. Alors, avec le schéma, c'est un peu plus parlant. Voilà, donc là, vous voyez bien la société mère qui est également dirigeant, personne morale de la société fille. Et donc, elle effectue donc deux prestations, c'est-à-dire sa prestation en tant que société mère prestataire, où elle réalise des prestations de services et en retour, elle reçoit les management fees. Et en tant que dirigeant personne morale, elle va rendre des services dans le cadre de ce mandat social et percevoir une rémunération de mandat social. Ce qui fait qu'on a effectivement un doublon dans ce cadre-là, et donc c'est sanctionné, et on le retrouve dans la jurisprudence. On a deux arrêts assez importants en la matière. On a l'arrêt Samo-Gestion, qui a été rendu par la Cour de cassation le 14 septembre 2010, qui indique que si les prestations sont identiques, donc celles qui sont rendues par la société mère en tant que société mère prestataire et celles qui sont rendues par la société mère qui est également dirigeant dans le cadre de son mandat social, la convention de prestation est nulle pour défaut de cause. Donc avec la conséquence directe que je vous disais, donc les conventions sont annulées et la rémunération doit être restituée. Et on a l'arrêt Mécasonic qui a été rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2012, qui rappelle, là encore, que les fonctions de dirigeant doivent être encadrées par un mandat social et non par une convention de prestation de service. Donc, il faut bien distinguer les deux, bien distinguer les prestations de gestion et les prestations de direction, donc dans la rédaction de la convention. Et voilà, à observer qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux, et donc avec ce problème de double rémunération. Alors enfin, donc, quand on a des conditions financières qui sont trop déséquilibrées dans ces conventions de prestation de services, de management fees au regard des prestations qui ont été rendues, ces conventions sont considérées comme des conventions. Donc elles sont conclues entre la société fille et la société mère, et elles sont considérées comme des conventions qui ne sont pas courantes, qui ne sont pas forcément conclues à des conditions normales. Donc, elles sont soumises à une procédure de contrôle des conventions réglementées. Alors, les conventions réglementées, ce sont toutes conventions justement qui sont conclues entre la société et son dirigeant, pour vous la faire courte, ou entre la société et un associé de la société. Et donc, dans ce cadre-là, elles sont soumises à agrément de la part des associés ou de l'organe social qui doit les approuver. Donc voilà, il faut pas négliger ce point lorsqu'on repère les conventions de management fees. Et donc on arrive au risque en droit fiscal, et je repasse la parole à Mathias. Merci Diane. On a un peu esquissé déjà ces sujets-là dans la partie enjeu. Donc effectivement, en réalité, au plan fiscal, c'est un peu la suite de ce qui se passe en matière juridique. C'est la question de savoir si la filiale qui paie des prestations paie des prestations qui existent vraiment, et de savoir si ce prix est le bon, et si on lui fait pas supporter une charge qu'elle ne devrait en réalité pas supporter. Donc ce principe est assez simple énoncé comme ça. En droit interne, c'est finalement le principe c'est la théorie de l'acte anormal de gestion qui recouvre cette notion. Est-ce que la société... Alors, le risque existe en fait des deux côtés, à la fois du côté de la société bénéficiaire, du côté de la société prestataire. C'est-à-dire que la société prestataire, elle doit
percevoir suffisamment un prix suffisamment important pour se rémunérer. Elle ne doit pas, ce qu'on appelle, renoncer à des recettes, faire une renonciation à recettes. Et du côté de la société bénéficiaire, au contraire, elle ne doit pas supporter une charge qui serait contraire à son intérêt, c'est-à-dire qui dépasse en fait la contrepartie qu'elle reçoit de ce prix, c'est-à-dire que les services qu'elle reçoit correspondent bien, soient suffisamment importants pour correspondre à ce prix. Voilà globalement l'idée. Après, en matière de fiscalité internationale, c'est un peu la même idée, mais le sujet est plutôt pris du point de vue des prix de transfert. C'est plus une question on va dire, de base juridique. Hein. En matière de fiscalité internationale, on a un article spécifique en matière de prix de transfert. En matière de fiscalité interne, c'est plus la question de savoir si la charge est déductible ou non, ou de savoir s'il y a une renonciation à recette ou non. En réalité, en matière internationale, l'administration a quelque part un peu le choix des armes. Donc c'est ce que j'ai mis un peu en conclusion. Dans tous les cas, il s'agit d'une même problématique de justification des prestations de services et du niveau de rémunération. Donc ça, c'est un peu le principe général. Donc, de manière plus précise, l'acteur normal de gestion, de quoi s'agit-il? Donc, le principe est qu'une charge, pour qu'elle soit déductible du résultat, au niveau de la société qui paie le prix de ce service, la société bénéficiaire, il faut que la dépense soit réellement exposée. Donc, il faut vraiment qu'elle ait décaissé ce prix. Il faut que cette dépense soit exposée dans son intérêt, dans l'intérêt de la société qui le verse, et pas dans l'intérêt de celle qui encaisse le prix. Il faut que cette dépense ait un caractère normal, donc que son prix ne soit pas excessif, et il faut également que la société soit en mesure de justifier de cette dépense, de son existence, et de la réalité de la contrepartie. Donc, à défaut, la théorie de l'acteur normal de gestion permet à l'administration, en cas de contrôle, de venir contester cette charge et donc de réintégrer en fait dans le résultat fiscal de la société bénéficiaire du service le montant des management fees en question. Tout ou partie selon un peu les arguments de l'administration. Donc voilà l'idée. Il faut donc que les prestations de services soient réelles. Hein. Il faut être capable de démontrer que les prestations de services existent. Il faut être capable de démontrer que la rémunération n'est pas excessive. Donc c'est un peu ce que j'avais évoqué sur la question de la méthode. Voilà un peu le principe. Là, je viens sur un arrêt qui est très important si vous devez retenir. C'est une des choses importantes, je pense, à retenir aujourd'hui. C'est la jurisprudence fiscale qui en fait tiré les conséquences de la jurisprudence juridique qu'a évoqué Diane. Le sujet étant ce sujet d'absence de cause en fait de la convention. Donc, je vais vous détailler un peu cet exemple plus précis. On était dans un cas où donc on avait une société mère prestataire classique, une société fille bénéficiaire. On avait une convention avec un terme très générique. Donc ça, c'est un peu à bannir, hein, les intitulés trop généraux. C'était en fait des frais de présidence qui étaient facturés à la société bénéficiaire par sa société mère. Et on était dans un cas où on avait le même mandataire social au niveau de la société mère prestataire et au niveau de la société filiale, bénéficiaire des services. Et en réalité, il y avait également un flux donc de management fees du fait de cette convention, donc entre la société fille et la société mère. L'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces management fees au niveau de la société fille. En considérant que en réalité ces fonctions de présidence auraient déjà dû être remplies, auraient déjà dû être exercées par le dirigeant personne physique, et que cette convention de management fees était en fait dépourvue de cause. Donc c'est ni plus ni moins que quelque part tirer les conséquences de ce que prévoit la jurisprudence au plan juridique, c'est que lorsqu'on a déjà un mandataire social
qui est censé remplir ses fonctions de direction, on ne peut pas derrière, en plus, conclure une convention qui est censée recouvrir les mêmes choses. Dans ce cas-là, la convention de management service, de management fees, est dépourvue de cause. Donc c'est la même chose en matière fiscale. On va considérer que en fait ces prestations n'existent pas et que dès lors le prix qui était versé est dépourvu de contrepartie. Et l'administration fiscale va redresser sur ce fondement. Et donc, donc ça, c'est un arrêt Gamelor de la Cour administrative d'appel de Nancy qui est assez important, qui a suivi l'administration dans son raisonnement. Donc, en l'espèce d'ailleurs, la défense de la filiale se basait sur le fait que elle considérait qu'en fait, dès lors que son dirigeant personne physique lui-même n'était pas rémunéré au titre de son mandat, elle était en droit quelque part de verser des management fees à sa mère à ce titre. C'est-à-dire qu'elle, elle estimait qu'il n'y avait pas de paiement en double de frais de présidence, puisqu'elle n'en payait pas à son mandataire social, elle en payait uniquement à sa société mère. Donc cet argument a été rejeté par la Cour administrative d'appel, qui considérait qu'au contraire, il s'agit d'une décision de gestion de la société fille de ne pas rémunérer son mandataire et que ça lui est opposable et que dès lors, elle ne pouvait pas en plus prendre en charge des prestations qui couvriraient les mêmes services que ceux qui devraient être déjà rendus par le mandataire en tant que mandataire. Donc cette jurisprudence est assez importante. En fait, l'idée, c'était de vous montrer vraiment un schéma qu'il faut absolument éviter, qui est très facile pour l'administration fiscale de redresser, au-delà même d'aller dans ce débat sur le sujet du niveau de rémunération, de la base de coût. C'est vraiment quand on a une convention avec un intitulé trop large, mais qui couvre en tout cas des services qui sont ceux qui rentreraient dans les fonctions du mandataire social, typiquement des prestations de direction. Si on a déjà un mandataire, on va dire personne physique, il faut vraiment exclure une convention qui prévoirait des management fees qui seraient versés à la société mère. On est presque sûr de se faire redresser sur ce point au niveau de la filiale bénéficiaire. Donc dans un cas comme ça, il faut éviter d'avoir le dirigeant personne physique mandataire. Il vaut mieux que ce soit carrément la société mère qui soit directement mandataire. Si on est dans une SS, c'est possible, donc ça simplifie un peu les choses. Donc voilà, faut faire très attention à ça. C'est pas parce qu'on ne rémunère pas son mandataire social qu'on n'a pas le sujet. Évidemment, après, il y a aussi un sujet de scope des services, c'est-à-dire que là, on parle des frais de direction, des frais de présidence. Si on a des prestations distinctes, techniques qui sont fournies par la société mère, c'est un autre sujet. Donc ça, c'est un exemple important à garder en tête. Ensuite, juste un exemple qui illustre le fait que en contentieux, quand il y en a, il faut pouvoir un peu apporter des éléments justificatifs. Donc là, on est au contentieux, mais en réalité, cette discussion, évidemment, elle a déjà lieu en cours de contrôle fiscal. L'administration, elle va souvent demander des justificatifs sur ces flux intragroupes. Il va falloir être capable de montrer que la société mère a bien rendu des services. Donc ça passe par un suivi quand même assez précis de la facturation. Ça peut paraître formel, mais c'est important d'ajouter un peu des détails sur ces factures, de coller au contrat. Éventuellement, typiquement sur les prestations de direction, c'est de pouvoir remettre des documents qui attestent de ce que la société mère a participé à des réunions, qu'est-ce qu'elle a fourni, etc. Donc se constituer un dossier justificatif, surtout si les dossiers si les montants sont élevés, ça reste quelque chose de très important en pratique, non seulement dans le cadre du contrôle, mais également après quand on va en contentieux. Donc normalement c'est à la société, c'est à l'administration fiscale de démontrer que les services n'ont pas été fournis, mais il faut s'attendre quand même à ce qu'elle quelque part elle fasse fi dans le cadre du contrôle un peu de ce sujet de charge de la preuve, et on peut vite être en difficulté.
Donc surtout essayer de suivre ça un peu. Il y a la conclusion de la convention management fees, c'est vrai, où il faut faire attention aux intitulés, etc., à la rémunération. Mais après, il y a surtout un suivi à faire chaque année. On oublie, parfois on met en place la convention, on le voit très souvent dans les groupes. On s'est posé des questions au début et puis entre-temps, il y a plein de choses qui changent. Il y a des fonctions qui changent un peu entre une société et une autre. Il y a des restructurations. Et puis finalement, la facturation, on fait pas trop attention à ce qu'on avait fixé comme méthode. On fait pas forcément on va dire la vérification des coûts annuels. On oublie d'envoyer les factures. Enfin, ça paraît théorique comme ça, mais en fait, ça arrive très très souvent. Et en réalité, la chose importante aussi à retenir sur ces sujets de management fees, en tout cas d'un point de vue fiscal, c'est d'être rigoureux et de faire un suivi régulier. Chaque année, c'est bien de se poser la question en fin d'année, bon, où est-ce qu'on en est? Est-ce que j'ai bien le nombre de personnes en haut? Qu'est-ce que j'ai pris comme coût? Est-ce que je suis toujours en train de fournir ces prestations? Qu'est-ce que j'ai dans mon dossier? Est-ce que j'ai bien shooté les bonnes factures? Voilà. Souvent, on fonctionne sous forme d'acompte pour la rémunération, en se basant sur N-1, et puis on fait une régule en fin d'année. Il faut surtout pas oublier de faire cette régule de fin d'année. Après, on peut vraiment avoir des problèmes sur la spécialité des exercices et on n'a pas shooté la facture au bon moment. Bon, on peut se mettre en difficulté pour des sujets, on va dire, un peu formels et c'est dommage. Donc, en un mot, rester rigoureux sur ces sujets-là. Une deuxième illustration, donc ça, c'est un peu la suite de la jurisprudence Gamlor, mais vous voyez, c'est encore très récent, ça date de novembre 2019 et c'est exactement le même sujet, sauf que le sujet était, enfin, comment dire, la Cour administrative d'appel avait pris les choses de manière un peu différente, c'est-à-dire que elle, quelque part, elle avait considéré que c'est parce que la filiale ne rémunérait pas son mandataire social que la filiale ne pouvait pas payer des prestations, des management fees à sa mère. C'était pas tout à fait le même raisonnement parce que dans l'agrégat Gamlor, en fait, c'était plutôt qu'on disait peu importe que vous rémunériez ou pas votre mandataire, ce qui compte c'est que en fait il y a une absence de cause parce qu'il y a un doublonnement des prestations. Là, c'est pas tout à fait pareil. Bon, alors c'est à chaque fois deux arrêts de cour administrative d'appel, mais quand même c'est intéressant. Là, ils ont carrément pris l'argument vous ne rémunérez pas votre dirigeant, donc vous ne pouvez pas payer des prestations de service. Bon, le sujet de fond reste à peu près le même. En matière de prix de transfert, bon ben voilà, on l'a déjà dit, c'est pareil, c'est vraiment un sujet qu'on va documenter. Donc soit vous avez une documentation prix de transfert à remplir parce que vous atteignez les seuils, et dans ce cas-là, c'est un sujet qui doit évidemment être couvert. Soit vous n'atteignez pas les seuils et malgré tout, nous vous recommandons quand même d'avoir au moins quelque part d'avoir couché sur le papier la méthode que vous appliquez pour pouvoir répondre aux questions quand ça arrive, ou au moins vous poser la question où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on serait capable de montrer, d'expliquer notre méthode en cas de contrôle. Et je laisse la parole maintenant à Tina sur les aspects droit social. Merci beaucoup, Mathias. Oui, voilà, donc moi, je vais aborder l'aspect droit social et aborder 2 points. D'une part, le co-emploi et d'autre part, le prix illicite de main-d'œuvre. Alors, sur le co-emploi, c'est une situation qui est généralement observée dans des groupes de sociétés, par exemple lorsque la société mère s'immisce dans la gestion d'une autre société du groupe, notamment lorsque les filiales sont dédiées exclusivement à certaines activités du groupe, permettant une certaine centralisation et une harmonisation de la gestion commune interne. En effet, dans le groupe, il faut voir que la politique sociale et la gestion du personnel peut être décidée donc au niveau du groupe. Celui-ci exerce donc un contrôle économique sur les différentes sociétés, mais chaque société exerce en principe pleinement son pouvoir de direction sur ses salariés. Donc c'est bien l'entreprise et non le groupe qui est employeur. Mais si par exemple la société mère s'immisce dans la gestion des autres sociétés du groupe, la question du co-emploi va se poser. Donc sur les dernières années, la jurisprudence a une approche qui est de plus en plus restrictive du co-emploi, puisqu'elle était traditionnellement fondée sur l'existence d'un lien de subordination, puis progressivement la jurisprudence a recherché une confusion des intérêts, des activités et de la direction des sociétés co-employeurs. Au fur et à mesure, le champ d'application s'est réduit, notamment avec l'arrêt Molex de 2014,
puisqu'effectivement, la Cour considérait que dans un groupe, notamment, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe, et l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, il fallait effectivement toujours cette confusion des intérêts, des activités et de direction qui devaient se manifester pour qu'il y ait co-emploi par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Donc vraiment le point important est cette immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société, qui aboutit quasiment à une perte totale d'autonomie d'action. Alors le risque lorsque la situation de co-emploi est établie, eh bien c'est tout simplement que on reconnaisse l'existence d'un contrat de travail vis-à-vis, là en l'occurrence dans cet exemple de la société mère, qui du coup est également débitrice des obligations relatives aux dits contrats de travail. Donc les co-employeurs sont tous deux solidairement responsables des obligations et des sommes dues aux salariés. Alors je vais prendre un exemple en matière de management fees. Donc c'est un arrêt du 7 mars 2017. Alors là, je me rends compte que j'ai pas avancé les slides. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc en matière de management fees, où la Cour de cassation a confirmé effectivement son approche restrictive du co-emploi dans les groupes de sociétés, en précisant que celui-ci ne peut procéder des seules conventions de service, donc des management fees, existant entre une société mère et ses filiales. Donc, elle considère que la conclusion de ces management fees, impliquant donc d'une part une nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et qui repose aussi sur l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, ne caractérise pas à elle seule cette situation de co-emploi. Donc en clair, la conclusion de convention de management fees signée avec la société devinante pour le fonctionnement de la filiale, analysée donc comme une action économique entre les sociétés, n'est pas suffisante donc pour caractériser une situation de co-emploi. Donc voilà, c'est rassurant, mais la prudence reste de mise, notamment pour un autre risque. Et là, je vais aborder donc le prêt illicite de main-d'œuvre. Alors sur le prêt illicite de main-d'œuvre, le prêt de main-d'œuvre doit nécessairement être à but non lucratif, c'est-à-dire que l'entreprise doit l'entreprise prêteuse, en principe, uniquement facturer à l'entreprise utilisatrice, donc les salaires versés aux salariés, les charges sociales liées, et rembourser les frais professionnels. Puisque sinon, on tombe dans le prêt illicite de main-d'œuvre qui se définit comme étant toute opération à but lucratif, ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre, et donc qui est effectivement interdit. Donc l'entreprise, ce qu'il faut retenir, c'est que l'entreprise utilisatrice ne doit pas effectuer d'économie de charges par le biais de ce mécanisme. Les risques et les sanctions sont assez importantes puisque en cas de prêt illicite de main-d'œuvre, on tombe dans le domaine du travail illégal et on encourt donc des sanctions pénales et administratives assez lourdes, donc jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende qui sont multipliées par 5 pour les personnes morales, donc jusqu'à 150 000 €. Des peines complémentaires telles que les interdictions d'exercer certaines activités professionnelles, des exclusions des marchés publics, etc., ou encore des sanctions administratives avec des suppressions d'aides publiques, remboursement des aides publiques déjà perçues, etc., et même des fermetures temporaires de l'entreprise. Alors là aussi, un exemple. Donc là, c'est un arrêt du 18 mai 2011. Effectivement, donc dans cet arrêt-là, donc il y avait la société mère employeur, la filiale entreprise utilisatrice. Les salariés étaient donc mis à disposition de la société mère, donc mis à disposition de la filiale utilisatrice et bénéficiaient donc de la convention collective de la maison mère. La maison mère payait les salaires et refacturait les salaires et les charges sociales correspondantes. Donc, en l'espèce, la filiale n'avait supporté aucun frais de gestion de personnel, hormis effectivement le strict remboursement de salaires et des charges sociales. Et la Cour de cassation a considéré qu'il y avait prêt illicite de main-d'œuvre. En fait, 2 critères cumulatifs semblent devoir être retenus.
effectivement du caractère lucratif, d'une part l'accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et d'autre part l'économie de charges procurée à l'entreprise utilisatrice. Puisqu'effectivement, on se rend compte que la facturation des coûts de gestion à elle seule est une condition nécessaire, certes, mais ce n'est pas une condition suffisante. Pour ce qui est de l'économie des charges, qui est entendue dans un sens très large, il faut encore une fois que l'entreprise utilisatrice ne bénéficie d'aucune économie de charge au risque de voir donc le caractère lucratif établi. Alors, le caractère lucratif a également pu être retenu par la jurisprudence, par exemple, lorsque le gain pour le prestataire résulte de la différence entre le prix facturé par la société prêteuse et le coût de la main-d'œuvre mise à disposition, ou encore lorsque l'entreprise utilisatrice n'a pas à supporter les charges sociales et financières qu'elle aurait supportées si elle avait employé elle-même les salariés, ou enfin lorsque la facturation émise par l'entreprise prêteuse excède le simple coût du salaire et des charges sociales. On peut penser aussi à des économies en termes de financement des institutions représentatives du personnel, coût de la protection sociale, etc. Donc, vous l'aurez compris, il y a un équilibre assez délicat à trouver, puisque d'une part, il ne faut pas que l'entreprise utilisatrice bénéficie d'économies de charges, et que d'autre part, l'entreprise prêteuse, elle, ne doit pas faire de bénéfices sur cette base-là. Donc, encore une fois, voilà, c'est un équilibre délicat à trouver et il faut avoir ce risque bien en tête. Je laisse maintenant la parole à Diane qui va vous faire part des préconisations sur ces différentes matières. Merci Tina. Alors, je vous ai listé quelques préconisations que nous avions. Alors, ce n'est pas une liste limitative. Donc, les points d'attention quand vous rencontrez les conventions de management fees ou quand vous les rédigez, voilà ce à quoi il faut faire attention. Donc, en général, il est recommandé donc, de nommer la société mère holding en qualité de dirigeante de ses filiales et la rémunérer à ce titre plutôt que d'avoir un dirigeant personne physique, comme on a pu le voir auparavant dans les schémas précédents, qui est un dirigeant commun de la société fille et la société mère. Pour éviter ce problème justement de doublon entre le mandat social et la prestation de direction. Donc voilà ce que je disais, prévoir dans l'objet de la convention des prestations distinctes du mandat social. Il faut que les conditions de rémunération et de résiliation soient également distinctes entre les fonctions de pure gestion et les fonctions de direction. Ne pas oublier de soumettre ces conventions de management fees à la procédure de contrôle des conventions réglementées. Car il s'agit de conventions non courantes et conclues à des conditions anormales, donc elles peuvent faire l'objet de suspicions. Enfin, déterminer les critères et éléments objectifs pouvant justifier le montant de la facturation, c'est ce qui avait été abordé par Mathias, faire un suivi annuel de cette rémunération et des services effectivement rendus. Oui, donc ça, c'est vraiment très important de faire un suivi dans le temps de ce qui se passe chaque année, de bien appliquer la méthode, etc. Voilà, et enfin, réexaminer les conventions de management fees en vue de leur résiliation ou de leur renégociation lors de chaque opération de restructuration. Donc, dès qu'on a une restructuration qui est prévue au sein du groupe, ou qu'on rachète une société, bien observer ces conventions de management fees, voir si les analyser, voir comment on les résilie et est-ce qu'on les renégocie. Voilà, donc ce sont les principales préconisations que nous avons. Si Mathias et Tina ont quelque chose à ajouter. Oui, je voulais juste dire, suite à l'intervention de Tina, vous l'aurez compris qu'en fait, c'est un peu compliqué, un peu contradictoire. D'un côté, on doit faire attention d'un point de vue social, de pas faire de rémunération sur la mise à disposition de personnel, et de l'autre, d'un point de vue fiscal, on vous demande de les rémunérer. Là-dessus, un peu, je pense qu'il faut distinguer vraiment ce qui est de la mise à disposition de personnel. Tu m'arrêtes si je me trompe, Tina, et de la prestation de service. C'est plus facile de faire de la prestation de service, c'est-à-dire de ne pas avoir que le donneur d'ordre reste finalement le prestataire, on va dire,
c'est la meilleure manière on va dire de pas prendre de risques sur le plan fiscal d'un côté et social de l'autre. Exactement, Mathias. Oui, après, sachant que il faut bien distinguer le prêt de main-d'œuvre, donc illicite, et les contrats de prestation de services, donc à but lucratif, qui sont effectivement tout à fait licites. Voilà, alors je ne vois pas de questions particulièrement posées. On a respecté le timing, super. Ouais. On a nos adresses mail que vous pouvez retrouver également sur notre site internet. Sinon, je vous remets je pourrais remettre le slide de départ. Voilà, si vous avez des questions particulières à nous poser qui vous viennent par la suite. Voilà, hop, au début. Donc, vous avez nos adresses mail ci-dessous et voilà, donc on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.